Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Simoneau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, économiste et auteur des nouvelles leçons d'économie contemporaine. C'est chez Folio, c'est très rafraîchissant à lire. On se rappelle des 20 ans, c'était il y a 20 ans, en 98 quasiment, c'est ça, hein, oui. les 39 leçons d'économie contemporaine. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour ajouter 10 nouvelles leçons ça aurait été nécessaire vu tout ce qu'on a connu. Pourquoi vous parlez de la crise des subprimes évidemment. Pourquoi attendu aussi longtemps? Écoutez, 20 ans, c'est une expérience qu'il fallait vivre en plein et on ne peut pas refaire un livre tous les 5 ans, tous les 10 ans. Donc on est dans le long terme, on est dans un travail de recherche fondamentale, on n'est pas dans la conjoncture. Bon, justement, on va revenir à tout ce qui est lié en lien avec l'actualité, mais quand on vous lit, on comprend qu'en fait les prévisions des économistes, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous vous rappelez que c'est impossible de prévoir avec exactitude les évolutions de l'économie. Parce que l'économie n'est pas une science, même si on parle de sciences économiques, c'est tout le paradoxe en fait. Hein. Oui, alors je prétends que l'économiste ne peut rien prévoir, voilà, pour commencer. Les économistes ne peuvent rien prévoir? Non, ils se trompent tout le temps. On les paye pour rien alors? Voilà, absolument, mais c'est surtout l'État qui les paye à faire des prévisions en général. Bon. Mais ça donne une tendance, comme ça donne une tendance. Après, ce qui est intéressant, c'est pas savoir à la virgule près s'ils ont raison. Non, c'est la tendance, non? Non, même pas. D'ailleurs, on est en train de le vivre en ce moment. Hein. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il va y avoir un crack ou pas? Personne ne peut dire avec certitude s'il va y avoir un crack ou pas. Enfin, une prévision sur l'économie, c'est une chose, prévision sur les marchés, non, mais il faut bien comprendre que l'économie est quand même une science, même si elle ne peut pas prévoir. En quelque sorte, c'est une espèce de déviation scientiste qui fait dire que les économistes peuvent prévoir. L'économie est une science contrefactuelle. C'est un peu compliqué, mais je peux le dire en 2 mots. Si j'augmente la masse monétaire, je ne peux pas dire que la conséquence sera une augmentation des prix de temps. Ça, je ne peux absolument pas le dire. La seule chose que je peux dire, c'est que si j'augmente la masse monétaire, la hausse des prix sera supérieure à ce qu'elle aurait été si je n'avais pas injecté des liquidités. C'est la seule chose que je peux dire. Mais je peux le dire en tout temps, en tout lieu. C'est ça. C'est ça. Savoir calculer, savoir quel sera réellement l'impact. Voilà, c'est impossible. Donc les économistes ne servent à rien, ne peuvent rien. Non, mais justement, ils servent à dire ce que je viens de dire, voilà. qui est déjà plus. Voilà, qui est déjà considérable, Bon, sur la crise de 2008, on va s'y arrêter quelques instants. Parce que c'est intéressant comme conclusion. Vous dites, c'est pas la faute des marchés ce qui est arrivé en 2008. Au contraire, c'est lié à la volonté justement des régulateurs d'encadrer trop les marchés. Et là, on se dit, ah bon, ah bon. Et les titres subprimes qui ont été disséminés dans tous les portefeuilles des gens, c'est pas fait du hasard non plus. Il faut se rappeler ce que c'est qu'un subprime. Les banquiers ne sont pas des philanthropes, ça se saurait, n'est-ce pas? Donc les banquiers prêtent à des gens qui ont de l'argent, qui ont des répondants. Le subprime, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt à des classes défavorisées aux États-Unis. Et c'est une invention du gouvernement Clinton. De l'État-providence. Et c'était Clinton qui avait souhaité ça. Je me rappelle de même, c'est ça. Hein? Voilà. Mais ça remonte même jusqu'à Roosevelt, si on va chercher loin. Donc les subprimes, c'est une intervention, une régulation de la banque qui va contre le sens commun des banquiers. Après cela, vous avez des organismes qui étaient chargés de refinancer ces subprimes et qui étaient les deux Fannie Mae et Freddie Mac. Voilà, on a oublié parce qu'ils ont fait faillite, mais qui ont été des organismes sponsorisés par le Trésor américain, donc, adossés au tout Trésor. Ça, c'est la faute, encore une fois, des politiques publiques américaines. Et après, en plus... Qui était un pouce au crime, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de sanctions... Vous savez, le capitalisme, c'est très simple, il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait des faillites. S'il n'y a pas de faillite... Et donc la Fed a eu raison de laisser tomber Lehman Brothers, alors? Tout à fait. Elle a eu raison. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en plus, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est les Anglais qui ont refusé d'aller plus loin. Bon, mais ça, c'est un détail. Donc, si on relit ça à l'actualité aujourd'hui, c'est très Philippe inquiétant. Simoneau, parce qu'on a Donald Trump qui dit vouloir, pour ça qu'il a nommé notamment Jerome Powell à la tête de la Fed, vouloir déréguler la finance, déréguler les banques, ce à quoi s'oppose la sortante, Janet Yellen, et bon nombre d'experts qui disent, oh là là, surtout pas, notamment dit ça aussi en Europe, déréguler l'économie américaine, enfin les banques et la finance américaine, alors qu'on est peut-être en fin de cycle. Ce ne serait pas une erreur d'abord, il faut se rendre compte que le secteur bancaire est l'un des plus régulés dans l'économie. Américaine ou en général? Non, en général, partout. Ouais. Bon, c'est quelque chose qui est super réglementé. On en a rajouté une couche. Il faut comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, en ce moment même, c'est le contre-coup de la manière
dont on a traité la crise de 2008. On est là 10 ans après, on a l'expérience. Donc on a trop régulé. On a trop régulé et surtout, on a fait cette sorte de régulation perverse qui a été d'injecter des milliards de dollars, d'euros, de Ah, mais ça, yens. c'est pas la régulation, ça. Bah, Ça, si, c'est la politique monétaire. Oui, c'est mais pas ça- la politique macro-prudentielle, non, pardon. mais excusez-moi, mais ça revient, c'est toujours la même chose. C'est que, Alors expliquez-moi. c'est-à-dire que quand il y a un danger de faillite, on abonde avec de l'argent, de la monnaie fabriquée ex nihilo. Autrement dit, Par les banques centrales qui peuvent fabriquer la monnaie. absolument. Et donc, nous aboutissons au dernier état aujourd'hui de cette politique, parce qu'on est en train d'essayer D'en sortir. d'en sortir. On voit la Fed qui veut en sortir. On voit les Japonais qui n'ont jamais réussi à en sortir. Voilà. On voit la Fed quand même qui, Exactement. bon an, mal an, elle a quand même réussi, on peut quand même applaudir un petit peu, parce qu'elle a réussi à sortir légèrement de sa politique monétaire accommodante, relever 5 fois les taux d'intérêt. Oui, Son bilan se réduit, mais très doucement, parce que les tombées obligataires ne sont pas réinvesties. Bref, son bilan qui reste énorme, pédantesque, gigantesque. et se réduit très On voit bien lentement. que on voit bien que cette Alors, on espèce pourra pas de en sortir. On sortie. pourra pas en sortir. Mais justement, c'est l'origine des inquiétudes aujourd'hui. Ouais. C'est qu'on a Mais il est l'impression souhaitable que d'en sortir. Et- Quand on voit une croissance dans le monde de 4% aux C'est États-Unis, extrêmement de difficile. 3% ou 2,5%, C'est extrêmement l'inflation qui difficile. revient, les taux d'intérêt aujourd'hui ne reflètent pas. vous savez, à la réalité veille du économique. crack de 29, Ouais. il y avait des banquiers américains qui disaient il faut donner encore un petit coup de whisky à la côte, il faut donner un petit peu de gnôle, un petit peu de drogue. Et on en est là aujourd'hui. Et je veux dire, si... Vous êtes inquiet? Oui, très inquiet. Oui. Pourquoi pourtant on dit que la croissance mondiale Mais est non, de 4%? mais non. Je vais vous dire pourquoi je suis inquiet. C'est que s'il y a Les fondamentaux sont bons? un mini crack, on n'a plus les moyens qu'on plus les avait munitions. en 2008. On n'a plus les moyens. On referait ce qu'on appelle un quantitative easing, Ah non, puissance 1 million, oui, puissance mais 4, bon, puissance... on fait un nouveau bond dans l'inconnu. Voilà. On a déjà fait un bond dans l'inconnu, Ouais, effectivement, ouais. dont on a du mal à sortir aujourd'hui. Exactement. Bon, un mot, on va pas angoisser les gens bien sûr. On change de sujet, mais c'est hyper intéressant Oui. sur votre vision du Bitcoin, parce que c'est intéressant, vous écrivez aussi là-dessus. Alors c'est vrai qu'on a eu ce débat, on a eu beaucoup d'économistes qui sont venus, tous disaient voilà, c'est pas une vraie monnaie, etc., c'est pas une monnaie de réserve. Et puis on voit effectivement qu'après être monté jusqu'à 20 000 en partant de 1, on est redescendu même pas à 6 000. Vous en pensez quoi, vous? Alors pour moi, c'est un symptôme, le Bitcoin. Justement, ça rejoint ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que il y a un fantôme qui erre dans l'ère de la finance mondiale, c'est l'état noir, le fantôme de l'état noir. Ouais. Qui nous ramène un peu en arrière, ça. Alors ça nous ramène... Ça nous ramène à 1914. Oui, non, mais sa fin est en 70. Oui, mais la fin de l'état noir pour les gens comme nous, Ouais. qui pouvaient échanger leurs billets de banque à la banque contre de l'or, c'est 1914, faut jamais l'oublier. D'accord ? Et Eh bien, on n'a jamais retrouvé ça. C'est-à-dire que jamais un particulier ne peut retrouver de l'or avec son billet. c'est grave? Oui, parce que la monnaie n'est fondée que sur rien. Elle est fondée sur l'opinion qu'on en a, Voilà. la crédibilité qu'elle a dans le regard de ceux qui l'utilisent, c'est ça en fait. Oui, justement. Mais ça a tenu jusqu'à présent. Ça a tenu. Il y a d'abord le crack de 29, et aujourd'hui le crack de 2008 et les suites. Donc le Bitcoin, c'est ça, c'est l'idée de d'inventer une monnaie qui ne dépend pas des banques centrales. Ouais. C'est un pseudo. Pourquoi pas? C'est une monnaie privée. Oui, Comme dans l'histoire, on Oui. a cherché, même longtemps dans l'histoire avant, à émettre des monnaies privées et on sait comment ça s'est terminé mal. Pas toujours. Pas toujours? Non. Prenez quel exemple Non, alors? non, on peut prendre l'exemple de l'Écosse à la fin du XVIIIe siècle. Ouais. Ça marchait très bien. Non, c'est pas. Et il faut se rendre compte que la monnaie a été très longtemps une monnaie privée. Nous vivons sur le mythe que la monnaie est un attribut régalien. C'est tout à fait. Ça date de quand ça? Ça date de l'invention de l'État. Oui. C'est ancien. Mais il n'y a aucune raison pour dire que la monnaie est un attribut régalien. Donc l'initiative du Bitcoin n'est pas folle? Pas du tout. C'est ça que vous voulez dire. Mais il y a un mais. Il y a un mais, c'est que, étant donné les milliards dont nous sommes inondés, ces milliards cherchent À se placer quelque part. C'est ça en fait. Voilà. Parce que les milliards doivent être placés. Et c'est ce qui a fait monter effectivement mais vous parlez aussi, évidemment, c'est dans l'actualité, mais on parle du côté pas écolo du tout du Bitcoin parce que voilà, et le système de calcul, voilà, c'est énergivore. On fait faire le bilan aussi des distributeurs d'argent, Ouais.
des véhicules qui font circuler cet argent, etc. Bon, c'est pas très sérieux. Bon. Un mot aussi du pétrole, c'est intéressant, Philippe Simoneau. Vous interrogez sur l'épuisement du pétrole, vous remettez en cause le peak oil avec ces phrases. Le volume des réserves est inconnu, le calcul des réserves est en soi compliqué, reposant sur une probabilité basée sur des découvertes les plus récentes. Physiquement, on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans les sous-sols en dessous de 5000 mètres, ni sous les océans et les pôles. Donc pour vous, le peak oil, on a toujours eu... donc quand j'étais petit, on parlait du peak oil dans 20 ans, et on dit encore dans 20 ans, et puis, parce qu'on a une meilleure technologie qui permet de forer dans des endroits, mais ça coûte de plus en plus cher aussi à produire. Hein. Ça a trop la après. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Ah, c'est la vraie surprise, ça. Ouais. Bon. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter d'une éventuelle pénurie de pétrole. D'ailleurs, vous avez vu, le pétrole a de nouveau baissé. Je pense que le bon prix du pétrole, enfin, j'outrepasse la capacité d'un économiste à prévoir, mais on peut dire que le bon prix du pétrole, c'est $50. C'est-à-dire le coût de production aux États-Unis. Le coût de production marginal, en fait, des derniers barils qui arrivent sur le marché, c'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, le régulateur aujourd'hui du pétrole se trouve aux États-Unis et non plus en Arabie Saoudite, ce qui est très important. Ouais, ça change la géopolitique, ça change beaucoup de choses. Hein. Philippe Simoneau, vous dites que s'il doit y avoir un pic, c'est intéressant, c'est pas un pic au niveau de la production, mais un pic au niveau de la consommation. On l'a déjà connu. Tous les pays développés ont connu un pic de consommation de pétrole. C'est très peu connu, mais les chiffres sont là. Notamment en France. Oui, bien sûr. Bon, et c'est plutôt heureux aussi, ça. Ça veut dire que l'intelligence humaine a réussi à substituer autre chose que le pétrole dans nos ressources énergétiques. Oui. Et alors, selon vous, j'ai du mal à comprendre. Vous dites que les compagnies pétrolières, même l'OPEP, spéculent sur la rareté des réserves de pétrole pour faire augmenter le prix du baril. Comment ça? C'est normal. Hein, comment elles font? Mais concrètement, comment elles font? Elles font ce qu'elles peuvent. Hein. Comment elles font pour spéculer sur la rareté Non, des je veux dire qu'elles font ce que jusqu'à maintenant elles cherchaient à fermer le robinet du pétrole pour le faire remonter. C'était ça. Ah, là, on parle de l'OPEP. Oui. Pas les compagnies pétrolières. Ah non. Ah, vous parlez de l'OPEP, là. Oui. Oui, d'accord. Pour être sûr, j'ai bien compris. Et vous dites aussi que le pétrole est devenu une matière première politisée, voire même islamisée. C'est le terme. Oui. Page 575. Pourquoi islamisée? Parce que l'origine de tout cela, ça a été ce fameux sommet de l'OPEP, l'Organisation des pays arabes exploitateurs de pétrole, au moment de la guerre du Tipour. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire un instrument l'embargo. Oui. Et on ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que c'était un instrument de guerre. Il s'agissait de mettre les Juifs à la mer depuis Israël. C'était ça l'idée, à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est juste maximiser leurs revenus pour pouvoir financer... non, il faut se rendre compte que c'était une mesure de guerre. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Non, mais on n'a plus les moyens. C'est un one-shot game. On ne fait ça qu'une fois. Bon. On manque de temps, on va finir là-dessus. Vous parlez de l'enseignement de l'économie à l'école, dans le secondaire. Vous dites que c'est un désastre. Des professeurs formés à la va-vite ont dispensé un sabir pseudo-marxiste et néo-keynésien. Le capitalisme y est présenté comme brutal ou encore sauvage. Les patrons se trouvent forcément à l'origine des conflits sociaux et des inégalités de revenus. On ferait mieux de s'abstenir de tout enseignement à vous écouter de l'économie à l'école. Mais vous ne pouvez pas enseigner quand vous enseignez ça. Oui, absolument. Je suis... Absolument, il n'y a rien à dire de plus. Bon, c'est votre opinion en tout cas. Merci beaucoup Philippe Simoneau donc pour ces nouvelles leçons d'économie contemporaine et c'est chez Folio. Merci à vous. Merci beaucoup.